Donc on va parler de gestion de version avec Git. Alors ça, c'est pour l'installation de Git. Si éventuellement vous voulez l'installer sur votre machine, oui, tu t'installes, mais j'aimerais bien maintenant que vous soyez à l'heure, d'accord? On est censé commencer à 8h et pas à 8h10. Voilà, et sur les machines ici, évidemment, Git est installé. Donc pour ETP, si vous travaillez sur les machines de l'université, vous n'avez pas besoin d'installer Git. Donc on va commencer par parler un petit peu des principes généraux de ce qu'est la gestion de version. Alors, en parlant d'abord un petit peu de la gestion de version monodocument, puis après de la gestion de version multidocument. Et ensuite, je vous parlerai globalement d'une fonction de Git. On verra après comment on peut aussi travailler à plusieurs en utilisant un outil comme Git. Donc pourquoi faire de la gestion de version monodocument à la base? Parce que ça permet sur un document d'avoir l'historique des versions. Et notamment, on va pouvoir comme ça faire des retours en arrière, relire à l'ancienne version. On aura aussi des explications, parce que chaque fois qu'on va passer une nouvelle version, on va mettre un message qui explique ce qu'on a fait comme modification, pourquoi on les a fait. Et puis en plus, ça permet d'identifier des versions et dire tiens, je vais repasser dans la version 2.0, et ben, je peux. D'accord? Donc voilà les principes essentiels, l'intérêt essentiel de faire de la gestion de version de nos documents. Ensuite, en faisant ça, on va aussi pouvoir centraliser le dépôt du document. Et ça, du coup, ça va permettre de travailler à plusieurs, parce que chacun pourra aller chercher le document sur le dépôt et travailler de son côté. Et puis, du coup, si on a un dépôt qui héberge le document, et bien pour tout ce qui est sauvegarde, par exemple, eh bien, il suffira de faire une sauvegarde au niveau du dépôt. D'accord? Et donc, c'est plus chaque utilisateur qui a à s'assurer de la sauvegarde, en sauvegardant ce qui est fait au niveau du dépôt. On sauvegarde, donc ça permet aussi de centraliser un peu le principe de la sauvegarde. Alors, le problème de la gestion de version monodocument, en version de base, c'est le suivant. Imaginons donc j'ai deux développeur A, développeur B, qui veulent travailler sur un document, j'ai appelé doc1, qui est dans sa version V2, qui est hébergé sur un dépôt. Le développeur A va récupérer le document chez lui pour travailler dessus. D'accord? Dans le même temps, ou quelques jours après, le développeur B récupère aussi le document pour travailler dessus. Et puis, le développeur A va modifier le document, donc il va passer dans une version V3 pour lui. J'ai appelé V3 pour dire, pour lui c'est sa version V3. Et puis, le développeur B, lui aussi, va modifier le document et passer dans une nouvelle version que je vais appeler V3B. D'accord? À ce moment-là, un des développeurs décide de transférer sa version sur le dépôt. Par exemple, le développeur B, il transfère sa version en disant voilà, moi j'ai modifié mon document, donc la nouvelle version maintenant c'est ça. Eh bien, si maintenant le développeur A fait la même chose, qu'est-ce qu'il fait? Il écrase ce qu'avait fait le développeur B. D'accord? Ça, évidemment, ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Donc, pour éviter ça, dans la gestion de version monodocument telle qu'elle a été implantée au départ, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va mettre des verrous en place quand un développeur récupère un document pour le modifier. S'il le récupère juste pour consulter, il n'y a pas de verrou. S'il le récupère pour le modifier, il y a un verrou. Et ça veut dire que tant qu'il n'a pas relibéré le verrou en sauvegardant une nouvelle version du document, personne ne peut récupérer le document pour le modifier. D'accord? Voilà. Alors, ça, il y a plusieurs outils qui ont commencé à implanter ça. Il y a déjà plus de 30 ans, donc notamment SSCS et RCS. Et comment sont gérées les différentes versions du document? Eh bien, en fait, au niveau du dépôt, c'est un fichier au format GIF, c'est-à-dire qu'on a un fichier qui héberge toutes les versions du document sous la forme de marqueur qui dit tiens, ça s'est été rajouté dans telle version, ça a été supprimé dans telle version, mais c'est un seul fichier. Et donc après, quand on veut revenir à telle version, eh bien, il faut supprimer tout ce qui date des versions antérieures et rajouter tout ce qui... supprimer tout ce qui date de version postérieure et refaire tout le delta pour revenir à la version courante. Voilà, donc ça, c'est la gestion de version monodocument. Après, c'est posé la question de faire la gestion de version multidocument. Pourquoi multidocument? Parce que quand vous faites un projet informatique, vous ne travaillez pas sur un seul fichier. En Java, facilement, on va avoir, là, rien que sur les petits projets qu'on a déjà, on a entre 5 et 15 classes, et puis très rapidement, vous allez voir que vous allez monter à des centaines, voire des milliers de classes. Et chaque classe, c'est un fichier.
D'accord? Et donc, votre projet, finalement, c'est un ensemble de documents. Et puis, le problème, c'est que votre projet, chaque document évolue à son rythme. Et donc, si je prends une craie et que j'imagine ici que mon projet il est fait de classes CA et CB au départ, eh bien, les deux classes partent dans la version 1. Et ça, en fait, c'est la version 1 de mon projet. Et puis, je suis amené à modifier la classe CA. Donc, elle passe dans la version 2. Mais, pour aboutir à cette nouvelle version, je n'ai pas eu besoin de modifier la classe CB. Donc, c'est ça ma version 2. Et puis maintenant, je veux passer à une nouvelle version. Et pour ça, il faut que je modifie la classe CA et qu'en même temps, elle utilise une nouvelle classe CC, qui du coup va être dans sa version 1. Et donc la version 3 de mon projet, elle est là. D'accord? Donc on voit qu'une version de projet, ça correspond à des versions différentes de documents. D'accord? Mais au niveau de mon projet, moi c'est ça ce qui m'intéresse. Ce que c'était que la version 3, ce que c'était que la version 2, ce que c'était que la version 1. Donc, ça, c'est ce que je mettais là, qui dit qu'une version d'un projet peut correspondre à des versions différentes, ici, de chacun des documents le composant. Et aussi, la solution des verrous, elle devient rapidement inexploitable. Pourquoi? Parce que, eh bien, les verrous, le problème, c'est que ça bloque complètement le travail à plusieurs sur un document. Et donc, vous avez un développeur qui a récupéré une classe pour travailler dessus, il la récupère un jeudi, il travaille dessus le vendredi, et puis après, par exemple, il part en vacances, ou il tombe malade. Et il n'avait pas remis la nouvelle version de son document, donc il laisse le verrou dessus, et du coup, tant qu'il n'est pas revenu, le document est bloqué pour tout le monde. Et donc ça devient assez gênant, d'accord? Donc la solution des verrous, ça, c'était pas convenable. Donc on va voir après ce qui a été choisi. Et donc sur la gestion de version multi-documents, on a plusieurs outils qui existent. Le premier qui a vraiment utilisé, c'est CVS, qui veut dire Concurrent Version System, qui appliquait sur chacun des documents de la gestion monodocument. Donc en fait, il repose sur les outils qui font de la gestion monodocument. Plus tard est apparu Subversion, souvent abrégé SVN, qui est en fait une évolution de CVS. Il y avait quelques trucs qui, dans certains cas particuliers, fonctionnaient mal avec CVS. Donc Subversion est apparu. Il a été aussi très très utilisé. Il y a eu d'autres outils qui sont apparus aussi un peu en même temps, comme Mercurial et Clearcase. Et puis plus récemment est apparu Git. Git qui a été développé par Linus Torvald pour le développement du noyau Linux. D'accord? Et on va voir que Git se distingue un petit peu des autres, notamment parce que Subversion, par exemple, était un système centralisé, alors que Git va être un système décentralisé. Alors, pour la gestion de version multi-document, je vous ai dit, on ne va pas mettre de verrou. Du coup, la récupération pour une modification est totalement libre. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que c'est à la sauvegarde. Quand on va sauvegarder la nouvelle version, on va regarder si cette version, c'est un delta par rapport à la version qui est encore sur le serveur ou pas. Enfin, si c'est un delta par rapport à la version qui est sur le serveur, c'est une modification de cette version-là, ça veut dire que personne n'a remodifié quelque chose sur le serveur depuis qu'on l'avait récupéré. Donc là, on va autoriser de mettre la nouvelle version sur le serveur. Par contre, si on s'aperçoit que c'est un delta par rapport à une version antérieure, ça veut dire que ce qui est sur le serveur a été changé, et bien là, on va tout simplement bloquer la sauvegarde. Elle va être refusée, et ça va être au développeur qui voulait faire cette nouvelle version de récupérer la version qu'il y a sur le serveur, de faire la fusion entre les modifications qu'il a faites et ce qui a été fait par les autres sur le serveur, avant du coup de pouvoir sauvegarder la nouvelle version. D'accord? Donc, le serveur détecte les conflits, mais il ne les résout pas. Après, c'est au développeur de résoudre les conflits. D'accord? Donc, ça va donner la chose suivante. Ici, je repars de la même situation que tout à l'heure. J'ai sur mon serveur un document dans sa version V2, deux développeurs A et B, avec le même point de départ. Le développeur A récupère le document 1 et le développeur 2 le récupère aussi.
le développeur A va modifier le document. Et vous voyez que là, on note que c'est une version V3, mais que c'est un delta par rapport à la V2. Quand j'ai récupéré, la version qu'il y avait sur le serveur, c'était la V2. Et le développeur B va modifier aussi sa version. Comme il part également de la V2, et bien sa nouvelle version, V3B, c'est un delta par rapport à la V2. D'accord? Maintenant, le développeur B va transférer son nouveau document sur le serveur. C'est accepté, puisque sur le serveur, c'était la V2. Là, j'ai un delta par rapport à la V2, donc ça ne pose pas de problème. Maintenant, le développeur A va vouloir faire la même chose. D'accord? Il veut faire ça. Sauf que, si on regarde, c'est marqué que c'est un delta par rapport à la V2. Or, sur le serveur, j'ai la V3B. Du coup, ce n'est pas la même chose. Il y a un risque de conflit, parce que peut-être qu'ils ont touché la même zone, peut-être que ce qui a été fait là n'est plus compatible avec ce qui a été rajouté là. Du coup, c'est refusé par le serveur. Et ce qu'il va falloir faire, c'est que le développeur A récupère la version qu'il y a sur le serveur, donc il se trouve temporairement chez lui avec les deux versions. Et après, il va falloir faire la fusion. Alors, il y a des outils qui permettent, quand les parties modifiées ne sont pas les mêmes, de faire une fusion automatique, qui marchera dans 80, qui va être ce qu'il faut faire dans 90% des cas. Dans d'autres cas, ce n'est pas si immédiat que ça. Si évidemment la partie modifiée est une partie commune, alors là, il faudra que ce soit fait manuellement par le développeur. Donc le développeur fait la fusion, et la fusion va être indiquée comme un delta, du coup, par rapport à la V3B, ici. Voilà, du coup, voilà, la V3, maintenant c'est un delta par rapport à la V3B, puisque j'ai fait la fusion à partir de ce que j'ai récupéré là. Et maintenant, si le développeur A essaye de transférer cette version-là sur le serveur, comme c'est un delta par rapport à la V3B et que j'ai la V3B sur le serveur, eh bien, c'est accepté. D'accord? Voilà, donc ça, c'est le principe de la gestion de version multi-document. Alors, je vous ai dit, SVN, c'était un système centralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque utilisateur local n'a que la version courante et que tout l'historique est hébergé sur le serveur. Ça, c'est un inconvénient qui est que, eh bien, quand vous n'avez pas de connexion réseau, vous ne pouvez pas mettre une nouvelle version de votre historique. D'accord? Or, des versions, c'est bien de ne pas attendre longtemps avant de les mettre. D'abord parce que ça veut dire qu'on va avoir du mal à revenir en arrière parce qu'on aura fait des gros sauts. Et puis c'est pareil, si à un moment il y a d'autres développeurs qui ont aussi travaillé dessus, le travail de fusion après en cas de risque de conflit va être beaucoup plus compliqué à faire. Donc c'est bien de pouvoir mettre des nouvelles versions très fréquemment. Mais voilà, il faut du coup avoir une connexion réseau. Et dans le cas du travail sur collaboratif sur un logiciel libre, c'était le cas donc du Linux, c'est pas toujours possible parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est en déplacement, qui est dans l'avion, qui a envie de bosser. Et là, il génère une nouvelle version. D'accord? Et là, il n'a pas accès au réseau. Donc ça, c'était pas satisfaisant, notamment donc, dans le cadre du développement de logiciels libres. Et c'est pour ça que Linus Torvald a développé un système qui permet d'avoir de la gestion de version décentralisée. Donc le principe maintenant, c'est que chaque développeur va posséder non seulement la version courante dans laquelle il travaille, mais également, dans un répertoire caché, sa propre version du dépôt. Donc en fait, tout, alors on ne fait pas tout à fait envers, mais l'historique est aussi chez l'utilisateur. D'accord? Donc le dépôt, alors il peut y avoir un dépôt central malgré tout, parce que c'est plus facile pour les sauvegardes, pour que tout le monde se resynchronise, mais chacun a aussi son propre dépôt, et je peux très bien synchroniser mon dépôt avec le dépôt d'un autre développeur sans passer par un serveur central. D'accord? Chacun a son propre dépôt, et les dépôts interagissent les uns avec les autres. Voilà. Et donc, quand un développeur travaille, il travaille dans son répertoire de travail. Quand il veut dire, tiens, j'ai une nouvelle version, il la stocke dans son dépôt local. Et puis régulièrement, il va resynchroniser son dépôt local avec le ou les dépôts distants. Donc ça peut être juste le dépôt d'un utilisateur, mais ça peut être un dépôt central éventuellement, qui sert à facilement communiquer ensemble. Alors, maintenant, quelles sont les opérations de base qu'on a à faire quand on fait du développement? Il y a
Ici, je vous en ai mis 6 à peu près, qui sont vraiment les choses fondamentales. La première opération qui existe, c'est faire un clone. Clone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je récupère un dépôt, par exemple depuis le serveur, et j'en fais une copie chez moi. À partir de ce moment-là, je vais donc pouvoir continuer à travailler dans l'historique d'un projet qui existait. Alors là, je vais depuis un serveur, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être depuis la machine personnelle d'un autre utilisateur qui travaillait sur le truc. D'accord? Donc clone, c'est ça, c'est je copie un dépôt. Et en même temps, je mets la version courante. On a ensuite checkout. Ça permet de récupérer une version particulière depuis notre dépôt. Enfin, depuis son dépôt essentiellement, éventuellement depuis un autre dépôt. Mais voilà, ça veut dire je change de version et donc dans mon répertoire de travail, c'est telle ou telle version que je vais avoir. Ensuite, j'ai l'opération qui consiste à dire l'état actuel de mon répertoire de travail, c'est une nouvelle version. Ça, c'est ce qu'on va appeler le commit. D'accord? Je valide, c'est exactement comme le commit en base de données, je valide tout ce que j'avais fait, et ça devient une nouvelle version. Ensuite, j'ai la synchronisation entre dépôts. Donc, il y a dans le sens, je transfère ce que j'ai fait dans un autre dépôt. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un push. Donc, toutes mes modifications, je les mets, alors ça peut être sur le serveur, ça peut être sur le dépôt d'un autre. Il y a l'opération inverse, qui est, je récupère ce qui a été fait sur un autre dépôt, et ça, c'est l'opération fetch. D'accord? Et puis, après, je l'ai dit, de temps en temps, il se peut qu'on ait récupéré deux versions, et puis qu'il faille faire la fusion, parce que quelqu'un a modifié entre-temps ce sur quoi je travaillais, et donc cette opération de fusion, c'est merge. D'accord? Et quand je veux récupérer ce qui avait été fait depuis un dépôt et fusionner avec ce que j'ai fait moi, donc en fait un fetch puis un merge, il y a une autre opération qui existe qui s'appelle pull, mais qui fait exactement l'équivalent d'un fetch puis un merge. D'accord? Alors, donc, je vous l'ai dit, Git, ça a été créé par Linus Torvalds pour le développement du noyau Linux, et ça date de 2005. Le principe général d'utilisation de Git, c'est taper Git, puis après le nom de la commande Git qu'on veut exécuter, donc par exemple Git clone, Git commit, etc. Et puis ensuite les paramètres pour la commande. Vous avez évidemment un Git help qui existe, Git help tout seul ou avec un nom de commande pour avoir une aide précise sur une commande. Et vous avez un livre accessible en ligne qui est très bien foutu, qui s'appelle ProGit. Alors j'ai mis ici l'adresse, alors si ça se trouve c'était plus la version 2 maintenant, il faudrait vérifier, mais qui a un livre qui est très très bien sur Git. Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'avant, quand je dis avant, c'était maintenant jusqu'à il y a 6-7 ans je dirais, Git était essentiellement utilisé pour les logiciels libres, les entreprises travaillaient plutôt avec SVN. Et puis, il y a eu une bascule très très rapide qui a été faite en 2-3 ans, où la plupart des entreprises sont passées de SVN à Git. Donc maintenant, même pour des projets d'entreprise, c'est plutôt Git qui va être utilisé. D'accord? Voilà. Au passage, vous savez ce que ça veut dire Git? Pourquoi ça s'appelle Git? D'abord, vous chercherez. Donc maintenant, on va revenir un petit peu sur comment travailler avec Git. Et dans un premier temps, comment on travaille tout seul avec Git pour gérer différentes versions de son propre projet. Donc là, je vais parler de travailler en local, et puis je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors, quand on veut travailler avec Git pour un projet, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer le répertoire dans lequel on veut qu'il y ait notre projet. Et puis, dans ce répertoire, on va dire à Git d'initialiser un dépôt Git. Et pour ça, on a une commande, c'est git init. Et git init, ça vous crée un répertoire .git, d'accord, avec plein de trucs dedans, dans lesquels 95% du temps, vous n'aurez pas à aller regarder. C'est tout ce qui sert à Git pour gérer tout ce qui est version de projet. D'accord? Voilà, et comme c'est un répertoire qui commence par un point, c'est un répertoire caché, donc il ne vous embête pas trop, mais ce répertoire, il est dans le répertoire de votre projet. Ensuite, pour utiliser Git, il va falloir faire quelques configurations. Alors les configurations, eh bien on a tout simplement git config pour faire des configurations. Si on fait un git config sans préciser le -- global, ça veut dire que ce sont des configurations qui vont avoir lieu que pour notre projet. D'accord? Et donc tout ce qui est
paramétrage sera stocké dans le répertoire .git de notre projet courant. Si on rajoute le -- global, c'est que c'est une configuration globale qui va être du coup stockée à la racine de notre compte dans un répertoire qui doit aussi s'appeler .git mais qui est à la racine de notre compte. Et ces configurations-là s'appliqueront à tous les projets, sauf si elles ont été surchargées par des modifications locales. Donc en général, on a 3 configurations minimum à faire. C'est d'abord préciser son nom et son prénom. Donc pour ça, c'est un user.name, et là on met prénom, nom, et user.email, et on met l'adresse électronique. Pourquoi c'est indispensable de préciser son nom? Parce que chaque fois qu'on va faire un commit, donc on va sauvegarder une nouvelle version, eh bien il faut savoir qui a fait cette sauvegarde, pour que la personne on puisse la contacter. Donc, il faut son nom, et puis s'il faut pouvoir la contacter en cas de souci, il faut une adresse électronique. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Autre chose aussi, c'est que régulièrement, Git va avoir besoin que vous remplissiez un fichier texte, notamment, par exemple, pour expliquer une nouvelle version. Et donc là, il va lancer un éditeur de texte. Si vous ne voulez pas qu'il vous lance n'importe quoi, et notamment un éditeur comme VI dont vous ne sauriez pas comment sortir, ce qui est quelque chose qui peut arriver, eh bien, vous rajoutez comme configuration pour core.editor votre éditeur favori, donc Emacs par exemple. Et puis enfin, si vous voulez avoir toutes les informations de configuration, vous faites un git config-l. D'accord? Donc là, si je vous fais un petit exemple là-dessus, déjà. Donc là, je vais faire un mkdir projet. Je crée un projet que j'ai décidé d'appeler projet. Donc là, pour le moment, j'ai rien. Je fais un git init. Donc là, il me dit dépôt git vide initialisé. Il me dit où? Alors Git aussi est très verbeux. Il vous dit beaucoup de choses sur ce qu'il fait et il vous donne beaucoup de conseils sur ce que vous avez certainement envie de faire. Donc là, on voit que j'ai bien un répertoire.git qui a été créé. Et là, si je fais un git config-l, eh bien, on voit ici, alors on voit, vous ne voyez pas bien, je vais grossir un petit peu. Ici, que j'ai par exemple user.name égale bruno.mail, user.email égale bruno.mail@unif-fr. D'accord? Donc on voit que ça, j'avais configuré. Et puis après, par contre, je n'ai pas d'autre configuration. Alors, je pourrais, pour ce projet, changer mon identifiant. À ce moment-là, je ferai git config user.name. Et là, je vais mettre profgl. Voilà, et donc là, si je fais un git config-l, maintenant, on voit que j'ai un user.name Bruno Mermel et qu'après j'ai un user.name profgl. Et en fait, celui-là va masquer celui-là. Celui-là, il est global. Il va être masqué par celui-là qui est propre à mon projet. D'accord? J'irai dans un autre projet, ça, je ne le verrai pas. Si là, je fais un cd .. mkdir projet 2, cd projet 2, git init, git config-l. Là, on retrouve que le user.name égale Bruno Mermet. D'accord? Alors que si je reviens dans celui-là, je retrouve ici le profgl. D'accord? Voilà. Après, dans notre répertoire, on va avoir tout un tas de fichiers qui vont faire partie de nos projets. Et ces fichiers peuvent avoir différents statuts pour Git. Il peut y avoir un fichier qui vient d'être créé ou qui a été modifié par rapport à la version courante. Ce sera indiqué différemment, mais on sera un peu dans le même cas. Après, on peut dire, voilà, ce fichier-là, je l'ai modifié, il est prêt à être transféré dans le dépôt. Mais il n'est pas encore transféré dans le dépôt. Et puis, il peut y avoir le fait que mon fichier, il est exactement comme dans la version actuelle de mon dépôt. Et pour connaître le statut des fichiers d'un répertoire de travail, on a la commande git status. Comment on dit qu'un fichier il est prêt à être transféré dans le dépôt? Tout simplement en faisant un git add
et le fichier. D'accord? Et après, comment on transfère finalement le fichier dans le dépôt pour dire qu'il est tel qui était dans le dépôt? Avec un commit. Donc commit, ça veut dire que tous les fichiers qui étaient prêts de transférer dans le dépôt, je les transfère dans le dépôt et ça fait une nouvelle version de mon projet. D'accord? Les fichiers que je n'ai pas modifiés vont être notés comme faisant partie de cette nouvelle version. Et ils ne sont pas modifiés. Alors, si je fais un git status, juste après avoir créé mon projet, voilà ce que Git va afficher. Il va me dire sur la branche master, on verra un peu plus tard ce que c'est cette histoire de branche, validation initiale, pour dire je vais juste faire créer mon dépôt, et rien à valider, donc tous mes fichiers sont comme ils sont dans le dépôt. Après, je crée un premier fichier, hello.java, ici. Si je fais un git status, eh bien voilà ce qui va être indiqué, fichier non suivi, hello.java. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fichier qui est dans mon dépôt et que pour le moment, Git ne sait pas quoi en faire. Vous voyez, il me le met en rouge pour me dire qu'a priori, c'est peut-être pas normal. Et comme je vous l'ai dit, Git est très verbeux et souvent il vous dit peut-être qu'il faudrait faire tel truc. Et là, il vous dit notamment, pour que ce fichier-là fasse partie du prochain commit, donc pour que je note comme prêt à être transféré dans le dépôt, il faut que je fasse git add et le nom du fichier. D'accord? Donc effectivement, après, bon, je compile. Donc maintenant, j'ai hello.class et hello.java. Et donc, à nouveau, il met, maintenant que j'ai hello.class et hello.java qui ne sont pas suivis par Git. Alors maintenant, si j'ajoute hello.java, voilà ce que un fichier Git. Cette fois-ci, il va me dire nouveau fichier hello.java. Donc c'est les modifications qui seront validées. Et il me dit toujours hello.class et non suivi. Alors pourquoi hello.class je ne vais pas l'ajouter? Parce qu'au niveau de mon dépôt, je vais gérer que les sources. Tout ce qui est fichier compilé, tout ce qui est fichier généré, je n'ai pas besoin de le stocker dans mon historique. Ça prendrait de la place pour rien. Je peux le régénérer tout le temps. D'accord? Donc notamment quand vous avez un projet Maven, vous mettez dans votre dépôt MVR, enfin le fichier pom.xml, vous mettez le répertoire SRC, mais vous ne mettez pas target. Vous savez très bien que tout ce qui est dans target, Maven peut le régénérer n'importe quand. D'accord? Donc ça prendrait de la place pour rien de le mettre dans le dépôt. Tout ce qui vous générez, tout ce qui sert à générer votre projet, c'est dans SRC. Donc c'est la seule chose que vous faites héberger par le dépôt. Alors autre chose aussi, vous voyez que avant de dire que mon fichier était prêt à être hébergé, je l'ai compilé. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dire que je vais générer une nouvelle version avec un fichier qui ne compile pas, qui n'est pas correct. Une version que je mets sur mon dépôt, c'est une version qui marche. D'accord? Donc, c'est pour ça que d'abord, il faut que je compile, éventuellement que je l'exécute, et quand je suis satisfait, alors oui, là, je vais pouvoir mettre sur mon dépôt. Et donc là, au passage, il vous dit souvent aussi comment revenir en arrière. Et donc là, il vous dit, si vous voulez plus que hello.java soit marqué comme à transférer dans le dépôt, eh bien, git rm-cache et puis le nom du fichier. D'accord? Alors maintenant, si je veux transférer mon fichier dans mon dépôt, je vais faire un commit. Alors pour ça, la commande c'est git commit. Et soit je fais git commit sans argument. À ce moment-là, il m'ouvre un éditeur de texte, d'où l'intérêt d'avoir configuré l'éditeur de texte par défaut, pour que je tape mon message. Ou alors, si mon message est court, je peux faire git command-m comme message. Et là, le message, donc ce message-là, c'est tout un texte qui va expliquer votre nouvelle version. Ce que vous avez fait, ce qu'elle apporte par rapport à l'autre. Est-ce qu'elle vient corriger un bug? Est-ce qu'elle rajoute une fonctionnalité? Un petit peu quelle est sa structure? Tout ça. D'accord? Et à ce moment-là, voilà ce qui vous est affiché. Donc il vous dit que là, il y a eu un fichier de changé, je n'en avais pas jusqu'à présent, 5 nouvelles lignes au total sur tous mes fichiers, c'est les 5 lignes de mon Hello World. Hein. Voilà. Et ici, il va vous mettre master, donc on retrouve le master qu'on a dit tout à l'heure. Et là, il vous met un début de nombre en hexadécimal. Ça, c'est un hashcode, donc souvent abrégé en H, qui identifie votre version. Alors, c'est pas très joli comme nom, c'est pas facile à retenir, mais ça, on y reviendra après pour des noms significatifs. Mais chaque fois que vous faites un commit, vous avez un nouveau hash qui est généré pour votre commit. Et ce code, il est généré de façon à ce que 2 commits successifs
et des hashcodes complètement différents, et notamment dès le début. C'est pour ça qu'en fait, on verra après que le hashcode, il doit faire, je ne sais plus combien, 32 chiffres exacts ou un truc comme ça, ou 24, je ne sais plus. Mais que souvent, avec les 3-4 premiers, vous identifiez toutes les versions de votre projet. Et après, si on fait git status, cette fois-ci, eh bien, vous voyez que hello.java n'apparaît plus. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'état dans lequel il est sur le dépôt, donc il n'y a pas de raison d'en parler. Par contre, il y a toujours ce fameux hello.class qui traîne ici, et qui dit bah, il n'est pas géré par Git. D'accord? Alors maintenant, on va pouvoir faire un git log. Git log, ça affiche tout l'historique de vos versions qu'il y a au niveau du dépôt. Et donc ici, on retrouve ici le hashcode qui identifie le commit. Et vous voyez que ce qu'il m'avait mis ici, le FD 577C3, c'est le début FD 577C3. Et donc quand j'ai besoin de mentionner une version spécifique à Git, je ne suis pas obligé de taper tout ça. Du moment que je tape des chiffres qui n'apparaissent que pour une version, un début, plutôt un préfixe qui n'apparaît que pour une version, ça suffit. Donc c'est pour ça que souvent, bah voilà, avec 6 chiffres, ça suffit, je ne mettrai que 6 chiffres. Après, on retrouve ici l'auteur, avec donc ici le nom du user.name que j'avais configuré, et là, l'adresse électronique du user.email que j'avais configuré, la date et l'heure à laquelle la modification a été faite, et ici, le message que j'avais stocké qui explique pourquoi j'ai fait cette version-là. D'accord? Et donc là, pour le moment, j'ai qu'une seule version, mais on verra au fur et à mesure des versions que je vais avoir ici tout mon historique qui apparaît. D'ailleurs, là voilà, je remodifie mon fichier hello.java, je recompile, ça marche. Si je fais un git status, on voit que hello.java est apparu comme modifié. Et à nouveau, il me suggère deux choses ici. Il me suggère soit d'ajouter le fichier pour qu'il soit validé lors du prochain commit, avec un git add, soit d'annuler toutes mes modifications et revenir à la version qui était sur le dépôt avec un git checkout ---- et le nom du fichier. Et puis, j'ai toujours hello.class ici qui pose problème, c'est pour ça qu'il est en rouge, mais il n'est pas dans la même catégorie. D'accord? Alors maintenant, pour dire que hello.java il devrait être validé lors de la prochaine fois, eh bien je vais refaire un git add hello.java. Donc il faut bien voir que le add, il n'est pas là pour dire juste ce fichier devrait être géré par Git. Il est là pour dire ce fichier, enfin la nouvelle version de ce fichier devrait être transférée lors du prochain commit. Donc on le fait aussi bien pour un fichier nouveau que pour un fichier qu'on a modifié. D'accord? Donc si je fais un git add, on voit bien que là, j'ai changé de statut. À nouveau, je peux supprimer du add ici avec un git reset head chez, et puis j'ai toujours hello.class ici qui est non suivi. Si je fais un nouveau commit, hello.java n'apparaît plus, et si je fais un git log, eh bien je retrouve ici l'historique de mes versions. Donc j'ai la première version ici, avec toujours son message avec l'auteur, et maintenant j'ai la nouvelle version ici, qui a un autre hash ici, mais c'est le même auteur, c'est plus la même date, et c'est plus le même message, c'est le message que j'ai mis dans la deuxième version. D'accord? Alors, quand j'ai modifié plusieurs fichiers, comme ça, avant de faire une version, bon, bah, je peux faire un git add fichier 1, git add fichier 2, puis git commit, ou je peux faire aussi un git commit-a. Ça m'évite de faire le git add, mais attention, ça ne marche que pour les fichiers que j'ai modifiés. Si pour les fichiers qui sont nouveaux, ça ne marcherait pas. D'accord? L'idée, c'est de dire, les fichiers nouveaux, il faut réfléchir avant de savoir si je les ajoute. Si c'est des fichiers qui étaient déjà, alors effectivement, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je les ai modifiés, c'est normal qu'ils fassent partie du commit que je vais faire. D'accord? Donc si vous avez créé de nouveaux fichiers, vous êtes obligé de faire un git add. Par contre, le git add, vous pouvez le faire sur un répertoire et c'est récursif. Donc, si vous avez modifié 15 fichiers dans votre répertoire courant et puis des sous-répertoires, c'est dans des paquets, vous faites un git add point et ça marchera. Ça ajoutera dans le git add tous les fichiers qui ont été modifiés ou qui sont nouveaux depuis la précédente version. Ensuite, on peut avoir un historique, enfin une différence entre les versions. Pour ça, ici, si je fais un diff, git diff, et là, je mets juste un hash de version, vous voyez, j'ai mis que le début, il va me faire
la différence entre la version actuelle et la version ici dont je donne l'identifiant. Et ici, eh bien, on voit que là, entre la première version et la deuxième version, j'ai enlevé println et j'ai rajouté, enfin println de hello world, de hello et j'ai rajouté hello world. Oui. La différence avec ce qu'il y a dans le add ou dans ce qu'on a modifié avec C'est dans ce qui a été modifié entre la version actuelle et la version que je mentionne là. Donc en fait, ça peut être une compilation de 15 modifications si la version que je mets là, c'est pas la dernière, mais c'est la 15e précédente. D'accord? Et donc il met en moins ce qui a été supprimé de l'ancienne version dans la nouvelle, et avec un plus qui a été rajouté dans la nouvelle. Et on voit qu'il n'y a pas de notion de modification de ligne. Là, en fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai modifié une ligne. Bah, pour lui, c'est j'ai supprimé une ligne, j'en ai rajouté une, mais au même endroit. D'accord? Voilà, donc comme ça permet quelquefois de comparer les versions. Alors, donc ça je vous l'ai dit, on peut faire git add un répertoire. Et puis, on a vu depuis le départ qu'on avait notre fichier .class là qui embêtait un petit peu quand on voit le git status. Et bien pour éviter d'avoir ça, on va pouvoir utiliser un fichier .gitignore à la racine de notre projet dans lequel on va préciser les fichiers qu'on ne veut pas que Git gère. Et donc là, je vais dire que les fichiers en .class, je ne veux pas qu'ils en tiennent compte. Et du coup, maintenant, ils n'apparaîtront plus dans le Git. Et quand je ferai un git add point, par exemple, il n'ira pas les rajouter non plus. D'accord? On peut déplacer un fichier. Alors, on peut faire un MV, mais mieux c'est faire un git MV pour être sûr que Git gère bien l'historique et qu'il est capable de dire que la version précédente du fichier toto.java, c'était en fait titi.java. D'accord? Et puis, je peux lui dire, ce fichier qui faisait partie de mon historique, maintenant, j'en ai plus besoin. Dans les prochaines versions, il a disparu. Donc, je fais un git rm et les fichiers. Et comme ça, il ne sera plus, il figurera plus dans les prochaines versions de mon historique. Il sera toujours dans les anciennes versions. Hein. Si je reviens en arrière, je le retrouverai. Mais maintenant, il n'apparaîtra plus dans les nouvelles versions. Alors, le fichier gitignore, .gitignore, je vous ai mis ici une URL qui vous décrit exactement le format de ce fichier-là. Mais pour résumer, donc vous avez un motif par ligne. Les lignes vides ne comptent pas. Vous pouvez mettre des commentaires avec dièse. Et les principales formes de motifs sont la forme chemin, chemin slash, point d'exclamation et puis un motif, chemin slash étoile étoile slash chemin ou slash chemin. Et donc après, là-dedans, on peut mettre l'étoile comme joker ici. Donc là, je peux mettre étoile.java. Si je mets toto slash, c'est tout le répertoire toto. Si je mets chemin slash étoile étoile slash chemin, ça veut dire tous les sous-répertoires de ce répertoire-là. Voilà. Donc là, notamment, quelques exemples. Hein. Là, j'ai tous les fichiers .class. Là, j'ai le répertoire bin. Et là, je vais dire tous les fichiers .class qui sont dans le répertoire bin. Et c'est sous répertoire. Oui. Pourquoi il y a deux étoiles dans le chemin, une étoile chemin? Ça, c'est pour dire que c'est en descendant dans la hiérarchie. Si je mets bin slash étoile.class, ce serait que les fichiers .class du répertoire bin. D'accord? En mettant bin slash étoile étoile slash étoile.class, c'est tous les fichiers .class dans le répertoire bin et c'est sous répertoire. Et donc, là, si je reprends le cas de mon fichier, il y avait hello.class ici, je vais mettre dans mon fichier .gitignore étoile.class pour dire les fichiers .class, tu t'en occupes pas. Et maintenant, si je refais un git status, on voit que hello.class est disparu. Par contre, .gitignore est apparu. Bah oui. Ce fichier-là, maintenant, il fait partie de mon projet et il n'est pas dans l'historique. Donc, si je veux que mon fichier .gitignore il soit bien géré par l'historique de mon projet, et c'est dans notre intérêt parce qu'au fur et à mesure, je vais te dire, tiens, finalement, il y a tel fichier que je veux ignorer, puis tel autre, etc. Eh bien, il va également falloir que je fasse un git add.gitignore. D'accord? Donc là, c'est ce que je fais ici. Donc, git commit, alors -m, oui, ça ne marcherait pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis là, puisque mon fichier .gitignore, il est nouveau. Et après git status, et donc là, il va me dire que tout est correct. Alors le git log, on voit que petit à petit, ça commence à être long, parce qu'à chaque fois, il met tout le message, et puis quelquefois, le message qui indique la modification qu'on a faite, ça peut être un message de 50 lignes. Alors on a un git log --one line,
qui permet d'afficher ici chaque version avec juste une ligne. D'où l'intérêt, quand vous faites un fichier qui commente un commit, d'avoir déjà une ligne de résumé. Comme ça, ici, vous aurez cette ligne de résumé. D'accord? Et là, voilà, ça paraît de manière un peu plus condensée. Donc, on n'a pas la date, on n'a pas l'auteur, mais on voit un petit peu globalement ce qui a été fait. Alors, ces identifiants, ils ne sont pas très pratiques. Donc, on a une façon de mettre ce qu'on veut comme identifiant avec git tag-a et un nom de version. Donc ça met un nom à la dernière version du dépôt. Si je veux mettre un nom à une version antérieure, eh bien, il faudra que je passe ici le hash de la version. D'accord? Donc là, si je fais un git tag-a v1.0, eh bien, et que je fais un git log, ici, je vois que ma version ici, elle est taguée avec v1.0. D'accord? Alors, decorate, ça permet éventuellement d'avoir plus d'informations. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que depuis les dernières versions de Git, il n'y en a plus besoin, notamment les étiquettes apparaissent automatiquement, même sans mettre le decorate. D'accord? Le head, ici, on y reviendra après quand on parlera de branche. Et master, ici, c'est pour dire que là, je suis sur la branche master. Et c'est pareil, on va en parler un petit peu après. Maintenant, si je fais une nouvelle version, ici, donc je modifie mon fichier hello.java, je fais un commit, je refais un git log, on voit que ma dernière version, c'est celle-là, mais mon tag v1.0, il est resté là. D'accord? Et après, si je veux mettre un tag à une ancienne version, je peux faire un git tag-a le tag et le hash de l'ancienne version. Et là, on voit qu'ici, du coup, cette version-là, j'ai mis ici son hash, eh bien, elle a un deuxième tag. Donc, je peux avoir plusieurs noms à une même version. D'accord? Et on voit que si je ne précise pas la version, c'est la dernière version qui est étiquetée. Si je précise un numéro de version, ça me permet d'étiqueter éventuellement une ancienne version. D'accord? Et donc après, ça me permettra éventuellement de revenir sur la version v1.0, même si je suis à la version v5, pour vérifier un truc sur cette version-là, par exemple. Et j'ai plus à me poser la question, ah oui, en fait, quand j'ai fait la v1.0, c'était quelle version? C'était celle-là, celle-là? Je sais que voilà, la v1.0, c'était la 9DA, 7BA. Alors là, pour le moment, on avait un développement qui était complètement linéaire. Donc je passe à une version, la suivante, etc. D'accord? Eh bien, Git va permettre d'avoir maintenant la possibilité de créer des branches. Donc les branches, ça va permettre de mener différents développements à partir d'un point donné. Sans qu'il y ait interaction entre les deux développements. Donc je pars ici d'une situation initiale. Je vais passer ma brosse. Donc j'avais ici la version 1, la version 2, la version 3. Et puis à partir de là, je pourrais très bien dire, j'aimerais évoluer vers la version 4, mais là il y avait un bug, et pour tous les gens à qui j'ai livré la version 3 et qui ne veulent pas payer pour la version 4, il faudrait quand même que je puisse corriger le bug. Et ça va peut-être me nécessiter plusieurs étapes. D'accord? Et donc là, j'aurai 3.1, 3.2, etc. Et bien, on va pouvoir faire ça avec Git. Grâce à ce qu'on appelle effectivement les branches. Et les branches, ça existait déjà dans SVN, c'était moins fondamental. Dans Git, ça va vraiment être quelque chose qu'on va utiliser sans arrêt pour travailler. Donc, la principale utilisation des branches, développer une nouvelle fonctionnalité et ou corriger une ancienne version. Donc, corriger une ancienne version, je viens de vous le montrer. Maintenant, développer une nouvelle fonctionnalité, pourquoi? Parce que peut-être que là, à partir de la version 3, je voudrais rajouter deux nouvelles fonctionnalités avec potentiellement, soit je vais tendance travailler sur l'une, tendance travailler sur l'autre, ou alors je vais avoir un développeur qui travaille sur l'une, un développeur qui travaille sur l'autre. Et puis pour pas qu'ils se gênent, ici, ils vont pouvoir travailler chacun de leur côté. D'accord? Bon, évidemment, il y a un moment, il faudra que je refusionne tout ça. Et ça, on va en parler après de la fusion. Parce qu'évidemment, Git prévoit tout ce qu'il faut aussi pour faire de la fusion de branches. Et donc, de manière générale, ce qui va être conseillé quand on travaille avec Git, c'est chaque fois qu'on veut créer une nouvelle fonctionnalité, je crée une nouvelle branche. En fait, ce que je ne vous avais pas dit, on a vu qu'au départ, quand j'avais créé mon répertoire, il m'avait dit, quand je fais un Git selector, que j'étais sur la branche master.
effectivement, la branche de base, c'est une branche qui s'appelle master. Si je fais git status, il me dit sur la branche master, c'est le nom de ma branche principale. Et ce qu'on va en général faire, c'est qu'on ne va jamais travailler directement sur la branche master. Quand je vais vouloir faire une nouvelle fonctionnalité, je vais créer une nouvelle branche et je vais travailler dans cette nouvelle branche-là. Donc, quand je veux créer une nouvelle fonctionnalité, je crée une nouvelle branche, je développe ma fonctionnalité dans cette branche-là. Régulièrement, je vais réintégrer ce qui a été fait sur la branche master, enfin la branche dont je suis parti. Pourquoi? Parce que, entre-temps, peut-être que d'autres personnes sont venues modifier ce qui est fait sur la branche master. Et si je m'éloigne de ce qui a été fait, ben, il y a un moment, je risque d'être trop loin, c'est quand je voudrais réintégrer ce que j'ai fait dans la branche master. Et donc, régulièrement, il va falloir que je réintègre dans ma branche qui a été fait sur la branche master. Et quand ma fonctionnalité est terminée, donc terminée, normalement, ça veut dire développer, documenter, tester, je réintègre ma fonctionnalité dans la branche de départ et enfin, je supprime la branche dans laquelle j'avais travaillé. Alors, quand je dis supprimer, ce n'est pas la supprimer de l'historique, mais c'est elle apparaît plus comme une branche quand je demande, par exemple, la liste des branches. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la branche principale, elle s'appelle master. Si je connais la liste des branches, les git branch, quand je crée une branche, je vais faire git branch, le nom de ma nouvelle branche. Quand je veux aller sur une branche donnée, je fais git checkout non branche. Du coup, ça me remet dans mon dépôt courant la dernière version de la branche ici. D'accord? Et puis, si je veux faire les deux en même temps, créer une branche et aller sur une branche, je peux faire une seule étape, git checkout-b non branche. Ça me crée la branche et ça va dedans. Si je veux supprimer une branche, c'est git branch-d, comme delete le nom de la branche. Et quand je veux fusionner des branches, par exemple pour intégrer le travail de ma branche dans le tronc, c'est git merge. Et ça, je le fais dans la branche dans laquelle je veux réintégrer quelque chose, et je mets ici le nom de la branche. Donc si je veux réintégrer ici ma branche là dans le master, je vais retourner dans le master, et là je vais faire la git branch et le nom de ma branche. D'accord? Alors, les branches, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut être à l'aise avec la notion de pointeur. Parce que finalement, c'est exactement ça. Je crois que je vous ai fait un transport après qui illustre tout ça. Mais ici, si je vous refais ça, faut qu'il y ait un parterre. Au départ, ici j'ai master qui va pointer sur 1. Ça veut dire que la dernière version de master, c'est 1. D'accord? Quand je passe à la version 2, je note que sa version précédente, c'était master, et master pointe maintenant sur 2. Quand j'ajoute ma troisième version, c'est pareil, on note que c'est une modification de la version 2 et je passe là. Si là, je passe à la version... si là, je fais un checkout et que là, je crée une branche que j'appelle correctif, celle-là, elle s'appelle correctif, ça veut dire que maintenant, je vais voir ici, au départ, juste quand je fais git branch, correctif, il pointe là-dessus. D'accord? Et puis, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que depuis le début, j'ai un truc qui s'appelle head, ici, et qui désigne la branche courante. Et donc, pour le moment, la branche courante, c'était master. Quand j'ai fait mon git branch correctif, ma branche courante, c'est toujours master. Si après, je fais un git checkout correctif, alors, ça veut dire que head, maintenant, il pointe sur correctif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je crée une nouvelle version, donc là, je crée la 3.1, 3 c'est une modification par la 3, et comme head pointe sur correctif, c'est correctif qui est modifié, qui pointe là-dessus. D'accord? Maintenant, je passe à la 3.2. Enfin, une nouvelle version. C'est une modification de celle-là. Head pointe sur correctif, donc correctif pointe là-dessus. Maintenant, je veux créer une nouvelle version sur la branche master, la version 4 ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un git checkout master. Autrement dit, head repointe sur master, et donc mon état est synchronisé avec la dernière version de master, donc avec ça. Donc je suis dans l'état 3. Maintenant, je fais une modification, 4. J'étais dans l'état 3, donc 4 c'est une modification par rapport à l'état 3.
head pointe sur master, donc c'est master qui maintenant pointe sur 4. D'accord? Si je veux créer cette version-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un guide checkout là-dessus. Enfin, là-dessus. Alors là-dessus, ben, c'est pas master, c'est pas un correctif celui-là. Donc je vais faire un guide checkout sur ce machin-là. Et là, eh bien, je vais avoir un état un peu bizarre, ici où elle ne pointe pas sur une branche, il pointe sur une version. Ça, c'est ce que Git appelle une tête détachée, detached head. Et là, il va vous dire, attention, c'est bizarre, peut-être pas normal. Et tout de suite, il va vous dire, est-ce que vous ne voudriez pas créer une branche pour ça? Donc effectivement, c'est ce que je vais faire juste après. Je vais faire un git branch, et puis ça, je vais l'appeler évolution. Et donc du coup, maintenant, je vais avoir ici une nouvelle branche, évolution, qui va pointer là-dessus, et du coup, elle pointe là-dessus. D'accord? Et si maintenant, je fais une nouvelle version, ici, donc la 4', c'est un delta par rapport à ça, et comme elle pointait sur évolution, maintenant, c'est évolution qui pointe là-dessus, etc. Mais en fait, c'est juste une histoire de pointeur. Et du coup, on voit comment les choses sont gérées ici. Et on voit que là, si je veux retrouver l'historique de master, tout simplement, je regarde sur quoi pointe master, et je remonte comme ça, et j'ai tout ce qui m'a permis d'arriver à la version 4 de master. C'est pareil, la 4', je vois qu'elle vient de là. La 3.2, je vois qu'elle vient de là, etc. D'accord? Donc voilà comment... Oui? Pardon? Oui. Donc, là, si je vous le refais en pas à pas, donc, quand je fais click branch ici, j'ai la liste des branches qui m'est affichée avec une étoile devant la branche dans laquelle je suis. Et on voit ici qu'effectivement, head et master sont là. Donc maintenant, vous comprenez ce que c'est que ce head-là. Et donc voilà où j'en suis. Maintenant, si je fais git branch addition et git branch, eh bien on voit que j'ai rajouté une deuxième branche, addition, et que c'est toujours master, la branche courante. Et si on regarde ici le log, on voit bien que cette version-là, c'est head, ici, c'est master et c'est addition. D'accord? Et head, il correspond à la branche courante, donc master. Si maintenant, je fais un git checkout addition et git branch, j'ai toujours les mêmes branches, master et addition, mais c'est maintenant addition à la branche courante. Ça veut dire que l'affichage ici ne serait pas changé, mais en fait, head, il pointerait plus sur master, mais sur addition. Donc là, je crée un fichier opération, ça marche. Je regarde ici le statut. Alors déjà, on voit que là, j'ai bien écrit sur la branche addition. On voit que j'ai hello.java qui a été modifié, opération.java qui est nouveau. Donc j'ai fait un git add point pour ajouter tout ça, un git commit. Et donc, ici, si j'affiche l'état de mon historique, on voit que la nouvelle version ici, eh bien, elle correspond à addition, puisque en fait, ma branche courante, c'était addition. Donc c'est celle, en fait, aide, c'est addition qui est décalée sur la nouvelle version. Et aide, du coup, comme je suis en train d'aller sur addition, aide, il est là-dessus. Et sur cet état-là. D'accord? Alors, si je continue, après, je repasse sur master. Et sur master, si je fais un log, eh bien, pourquoi? Ouais, j'ai pas mis mon affichage. Du coup, aide, il devrait être là. Alors attention, quand on fait aussi un log, normalement, on voit que ce qui est accessible depuis la version où on est. Donc si je suis sur master, celle-là, je ne devrais pas la voir, parce qu'elle a été faite après. D'où le -o ici qui me permet d'avoir d'anciennes versions. Par contre, là, mon head, il n'est pas au bon endroit, puisque je viens de repasser sur master, head, il devrait être là. D'accord? Et donc là, je modifie ça, et comme là, j'étais sur master, avec head qui était ici, eh bien, j'ai en fait une nouvelle version head master, ici, qui est cette version-là, et on voit qu'avec gitlog, je peux faire un -graph pour retrouver ici quoi dépend de quoi. Et je vois que ma version ici, addition, qui était là, c'est un delta par rapport à au revoir, et que la version francisation, c'est également un delta par rapport à au revoir. On commence à voir ici les deux branches. D'accord?
Alors après, si je repasse sur addition, eh bien, je vais avoir à peu près la même chose, sauf que aide, il correspond à addition. D'accord? Et du coup, oui, si, c'est pareil. Voilà. Là, je remodifie encore opération. Donc là, j'étais sur addition. Du coup, je vais obtenir la chose suivante, c'est-à-dire que j'ai toujours la branche master qui est passée par là, et la branche addition qui, depuis là, m'a amené à là, et maintenant à ici. Donc avec gitlog-graph, je retrouve bien tout l'historique, et c'est assez pratique. Et là, effectivement, le one line est quand même préférable plutôt que d'avoir tous les textes à chaque fois. Et puis après, j'aimerais fusionner ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire que ce que j'ai fait ici dans ma branche là, j'aimerais pouvoir le réintégrer dans mon tronc master pour aboutir ici à la version qui est la fusion ici. On va tourner ça par là. Ici, voilà, je voudrais pouvoir dire, ce que j'ai fait dans ma branche évolution ici, je le réintègre dans ma branche master. Et donc l'opération que je fais ici, c'est un merge. Donc le merge, il est là pour fusionner deux branches. D'accord? Et le merge, il y a des fois, il va marcher. C'est notamment si ce qui a été modifié dans une branche et dans l'autre, ça concerne des lignes différentes. Si par contre, c'est des choses qui ont été faites au même endroit dans le fichier, eh bien, le merge va échouer. Et donc, quand je fais un git merge ici, alors ici, oui, je vais revenir sur... je vais faire. Il va m'afficher ici, fusion automatique, conflit. La fusion automatique a été échouée, régler les conflits et valider le résultat. Alors, au passage, le merge, en fait, il sert à deux choses. Il peut servir, comme je vous l'ai montré sur le schéma qui est là, à réintégrer ce que j'ai fait dans une branche dans une autre branche, mais il peut servir, je vous l'ai dit, au fur et à mesure que je travaille dans ma branche, ce serait bien que ce qui a été fait sur le master, je le reprenne en considération. L'idée étant, si entre-temps, il y a des gens qui ont ajouté des fonctionnalités, il ne faut pas que je sois trop éloigné finalement de ce qu'il va y avoir dans le master quand je vais faire la fusion. Donc régulièrement, je vais réintégrer ça. Et ça, en fait, c'est un merge aussi que je vais faire. Donc là, c'est ce que je fais ici. Je veux resynchroniser ma branche actuelle. On va quitter la branche addition avec le master. Donc je fais ici, dans ma branche addition, un git merge master. Et là, c'est ici que j'ai un conflit. Donc ici, je vois tout ce qui est dans le bloc entre aide et égal ici, c'est ce que j'ai dans la branche courante. Et tout ce qui est dans égal et ici, master, c'est ce qu'il y avait dans la branche master à la place. Et donc là, maintenant, mon fichier hello.java, il contient réellement ça. Donc c'est à moi de corriger à la main et de dire comment je fusionne tout ça. Et une fois que j'ai fusionné, donc là, c'était juste pour faire apparaître. Voilà. Je fais ma fusion en disant ce que je garde, ce que je garde pas. Et là, je peux faire un commit. Et maintenant, vous voyez comment ça apparaît ici. Je vois que dans ma branche édition, j'ai abouti ici à une nouvelle version qui est la fusion de la précédente version de l'édition et de la dernière version de master. Mais master reste là. C'est-à-dire que maintenant, je peux continuer à faire évoluer master à partir d'ici. D'accord? Alors après, pour la gestion des conflits, vous pouvez éventuellement configurer un outil pour aider à la fusion, si vous ne voulez pas le faire manuellement. Vous avez par exemple Meld, qui est un outil qui aide à la fusion graphiquement. Alors voilà, donc grosso modo comment ça apparaît. Vous avez ici une version, ici l'autre version, et là c'est la fusion. Et vous pouvez dire, tiens, tel bloc je prends complètement de là, ou tel bloc je prends complètement de là. Ou ici je mets des marqueurs pour séparer, et je prends telle ligne de là, telle ligne de là, etc. pour construire comme ça graphiquement votre fusion. D'accord? Après, si vous travaillez avec l'IDE, souvent dans les IDE, vous avez ce genre de fonctionnalité qui est intégrée. Bon, là, je passe sur l'utilisation de Meld. Et après la sauvegarde, ici, bon, j'ai temporairement ici ce fichier-là qui est là pour dire que j'avais eu autre chose, mais quand je fais mon git commit, il disparaît. Et puis là, après, ici, donc, on retrouve ça avec ma branche addition que j'ai remodifiée encore, et je continue ici de travailler sur ma branche addition. Après ma fusion, j'ai refait une nouvelle modification. Si je repasse sur le master, eh bien j'ai toujours ma branche addition et on voit que maintenant master elle est là et elle est là, d'accord? Et donc si je modifiais, je ne sais plus si je l'ai fait, non. Donc là je suppose maintenant que ma branche addition, alors je reviens ici, je suppose que
ma branche addition, j'ai terminé de faire tout ce que je voulais faire pour développer ma fonctionnalité d'addition. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est ce que j'ai mis ici. Je vais vouloir fusionner ma branche addition dans mon master et du coup faire disparaître la branche addition. Donc là, ça veut dire que ça apparaîtra plus. Dans l'historique, je retrouverai encore tout ça. Mais je ne pourrai plus parler de la branche que j'ai appelée ici évolution, mais qui là s'appelle addition. Donc pour ça, je passe dans le master, ici, et après je vais faire un git merge. D'accord? Mais cette fois-ci, je vais faire un git merge addition pour dire ce qui était dans l'addition, je le fusionne dans le master. Mais si on regarde bien, dans ce cas particulier, depuis que j'ai réintégré le master dans ma branche addition, le master il n'a pas évolué. Autrement dit, dire que le master va intégrer ce que j'ai fait dans la branche addition, c'est finalement, c'est aucun travail de fusion. C'est juste dire que cette version-là, c'est ma nouvelle version de master. Alors là, je suis dans un cas particulier, c'est parce que depuis que j'ai fait ma fusion dans l'addition, je n'ai pas refait de modification du master. Et du coup, là, j'ai plus qu'une chose à dire, c'est dire, cette version-là, en fait, maintenant, c'est la version master. Et c'est ce que vous dites ici. Et oui, dans ce cas-là, je peux faire un fast forward. Autrement dit, je ne fais aucun travail de fusion, mais juste master, hop, je le avance ici pour qu'il pointe sur la version actuelle de l'addition. D'accord? Parce que ça ne sert à rien de refaire une fusion. En fait, la fusion, elle aurait amené à ce code-là. D'accord? Alors, évidemment, si ici, ma branche master avait réévolué depuis que j'ai fait la fusion, alors ça n'aurait pas été possible. Le git merge, j'aurais bien refait une fusion entre ma nouvelle version de master ici. Je suis toujours édité. Donc ici, addition, master avait évolué, était là. Le merge, il aurait dû fusionner ça et cette nouvelle version ici, et donc j'aurais eu une nouvelle fusion qui serait apparue là. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je peux supprimer ma branche addition. Donc git branch-d addition. Et du coup, effectivement, quand je dis mes branches, la branche addition n'apparaît plus. Il n'empêche que dans l'historique, je retrouve ce passage ici, par ces branches-là. D'accord? Mais voilà, j'ai plus le fait que c'est identifié comme la branche addition. Après, les messages de log me permettent de comprendre ce que j'ai fait. Et puis je peux dire, cette nouvelle version-là, hop, c'est la version 1.1. Voilà, donc après, ici, ça c'était pour vous réexpliquer ce que je vous dis tout à l'heure. Donc, globalement, on a des branches qui pointent sur des versions, les versions qui pointent sur les versions antérieures, les étiquettes qui permettent de pointer directement sur des identifiants de version, et puis head ici, qui pointe, là ça ressemble à le bloc clair, qui pointe sur une branche. Et donc après, quand je suis sur master, il y a plein de choses que depuis master je ne vois pas. En fait, quand je suis sur master, je vois l'état de master, et puis après les états antérieurs à master. Mais tout ce que je ne retrouve pas depuis master, je ne le vois pas. Et donc notamment quand je vais faire un git log, ces états-là n'apparaîtront pas. Si je vais les voir apparaître, il faut que je fasse le tiret-haut. D'accord? Donc je vais vous montrer ici. Voilà. Tout ça, ça disparaît. Quand je veux faire un nouveau commit sur la branche A, donc j'ai head qui pointe là-dessus, ce qui se passe tout simplement, c'est que j'ai créé un nouveau nœud, et comme head y est branche A, c'est branche A qui est décalée sur le nouveau nœud. Et le nouveau nœud est marqué comme un delta par rapport à la précédente version de branche A. Quand je veux supprimer une branche, ici je supprime la branche B, ce que je fais c'est que ça n'existe plus, hop. Et donc l'état 13, qui est là, il devient inaccessible, puisqu'il était référencé que par la branche B. Alors ça, si ça arrive, Git va vous prévenir. Puis il y a toujours des moyens d'aller retrouver les états qui sont totalement inaccessibles comme ça, et revenir sur ces versions-là, mais c'est des choses un petit peu plus compliquées. Donc là, révision inaccessible. Pour dire qu'une fois que j'ai fait ça, voilà, 13 et 11, j'ai plus moyen de revenir dessus. Puisque, voilà tout ce que je trouve. Et donc, si vous faites un git log -reflog, alors là, vous pourrez retrouver 5, 11 et 13. Mais sinon, même avec un git log-all, vous ne le retrouveriez pas. D'accord? Quand je vais récupérer une version spécifique, je vais faire soit git checkout et un hash de version, soit git checkout et une étiquette. D'accord?
Et on l'a vu, dans ces cas-là, j'ai une notion ici de tête détachée ou detached head. Donc du coup, si je veux pouvoir travailler à partir de là, il va falloir que je crée une branche, ici, qui pointera sur la branche actuelle. C'est comme ça que je peux faire des correctifs à des versions antérieures. Quand je fais une fusion, en fait, pour fusionner, Git utilise 3 versions. Il utilise les 2 versions finales des branches que je fusionne. Donc là, si je veux fusionner master et branche B, il va regarder la dernière version de branche B et la dernière version de master. Et il va chercher le plus récent ancêtre commun. D'accord? Alors en fait, là, mon truc, il est un peu faux. Si j'avais oublié un truc, j'avais mis que le plus récent ancêtre commun, c'était celui-là. Mais en fait, il y en avait un autre qui était avant. Et c'est à partir de ça qu'il va essayer de déterminer. Donc ça, il va considérer que c'est la source. Ça, c'est les modifications qui ont été faites depuis cette source dans branche B. Et ça, c'est les modifications qui ont été faites depuis cette source dans master. Et à partir de ce moment-là, voilà comment va se passer la fusion. Donc j'ai essayé de mettre ici quelque chose qui résume un petit peu tous les cas. Ça, c'est ce que j'avais dans l'ancêtre commun le plus récent. Donc ligne 1 jusqu'à ligne 12. Ça, c'est ce que j'ai dans la dernière version du master. Ça, c'est ce que j'ai dans la dernière version de la branche B. Comment va fonctionner l'algorithme de fusion? Eh bien, quand j'ai quelque chose qui existe tel quel dans les 3 versions, ça va faire partie de la fusion. Après, ici, ajout à 1, c'est que dans la branche master. Conclusion, c'est intégré dans la fusion, c'est pas en conflit avec cet effet dans branche B. Ensuite, je vais retrouver ligne 2, 3 partout. Donc ça, c'est pareil, ça va se retrouver dans la fusion. Après, j'avais ici la ligne 4 qui a été préservée ici, mais là, j'ai décidé de l'effacer. Il n'y a eu qu'une seule modification qui concerne la ligne 4, qui est dans branche B. Conclusion, cette modification est intégrée dans la fusion, donc la fusion va supprimer, enfin, sera sur la ligne 4. Ensuite, je retrouve la ligne 5, partout, donc je l'intègre. Puis après, ici, j'ai ajout à 2 qui apparaît avant ligne 5, ligne 6 et 7, d'accord? Là, j'avais ligne 6 et 7, mais là, j'ai fait un ajout à 2, là, j'ai fait un ajout à 3. Donc, au même endroit, j'ai fait 2 modifications différentes. Laquelle il faut prendre? Eh bien, je ne sais pas. Donc là, ici, on aura un conflit qui sera signalé avec le fait que dans branche B, j'avais ajout à 3 et dans master, j'avais ajout à 2. Il faut choisir ce qu'on met. Après, ligne 6, 7, je les retrouve, donc je les mets. La ligne 8, elle a été supprimée que dans master, donc elle est supprimée dans la fusion. Après, je retrouve les lignes 9 et 10 partout, donc je les garde telles quelles. Et puis après, au niveau ici de les lignes 11 et 12, ici, là j'ai supprimé la ligne 11, et alors que là j'ai ajouté à 4. C'est pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien. Et puis après, par contre la ligne 12, je l'ai là. D'accord? Donc voilà en fait comment fonctionne la fusion. C'est pour ça qu'on a besoin de 3 versions, la source, les 2 deltas, et après, quand on a quelque chose qui a été préservé dans les 2, on garde. Quand à un endroit c'était modifié dans l'un, on garde la modif qui a été faite, la seule modif qui a été faite. Quand ça a été modifié dans les 2, eh bien on dit qu'il y a un conflit. Et donc concrètement, ça va se traduire comme ça, dans le fichier généré. Vous aurez ici tout ça qui sera mis normalement. Et puis là, ici, vous aurez sur chaque bloc où il y avait la fusion, ce qui avait été fait dans la branche B, ce qui avait été fait dans head. Et là, c'est pareil, ce qui a été fait dans la branche B. Donc là, on a gardé la ligne 11 et on a ajouté à 4. Et dans head, on avait supprimé la ligne 11. Et donc, après, au développeur de choisir s'il prend ça, ou s'il doit faire à la main une fusion des deux. D'accord? Voilà, donc ça, c'est Git comme gestionnaire de version pour travailler tout seul. Oui? Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur pourquoi le fait est qu'on a supprimé A4 dans la branche B a fait que la fusion n'a plus la ligne 4. Alors, parce que ici, si tu veux, entre les lignes 2, 3 que j'ai gardées et les lignes et la ligne 5 que j'ai gardée, ici, j'ai fait 2 choix différents. Ici, j'ai rien fait. Là, j'ai fait une modification. Exactement comme là. Ici, entre lignes 1 et 2,
là, j'avais rien fait, là, j'avais fait une modification. Quand dans une branche, j'ai fait une modification dans l'autre, j'ai rien fait, je choisis de prendre la modification. Donc là, la modification, c'est ajout à 1, donc je prends ajout à 1. Là, j'ai pas fait de modification, là, j'ai fait une modification, donc j'applique la modification. La modification, c'était supprimer la ligne 4. Donc du coup, j'ai pas la ligne 4 dans la fusion. D'accord? Donc maintenant, on a vu comment Git permettait de gérer des versions tout seul. On va se poser la question maintenant de comment utiliser ça pour travailler à plusieurs. On parlera notamment d'outils comme GitLab ou GitHub. Donc comme ici on a installé un GitLab, c'est plutôt de GitLab dont je vous parlerai. Donc, quand on veut travailler à deux avec Git, chaque développeur ici, il a son répertoire courant avec dedans sa version du dépôt. D'accord? Ça c'est le cas sur un développeur, ça c'est le cas sur un deuxième développeur. Eh bien, je peux synchroniser ici les deux dépôts avec l'opération fetch. Fetch, ça permet ici à un utilisateur de récupérer ce qui était fait dans un autre dépôt. Et en fait, si là, moi j'ai une branche master et lui il a une branche master, quand lui il fait un fetch, il va se retrouver avec une branche master et une branche dev.a/master. C'est-à-dire que la branche master de celle-là, elle sera préfixée par le nom du dépôt distant. D'accord? Après, souvent je voudrais faire un merge entre le master que j'ai récupéré là et mon master pour ici faire la fusion. D'accord? Dans la branche courante. Et puis après, quand j'ai fait la fusion, je refais un commit. Et du coup, là, j'ai une version qui est la fusion de mon master et du master qu'il y avait lui. Si j'ai fait un merge sur la branche master. Hein. À nouveau, quand on fait un merge, c'est sur des branches particulières. Et puis ensuite, si je veux communiquer le travail de fusion entre ce que j'avais fait là et ce que lui avait fait, et ce que je veux remettre ça dans son dépôt, et ben je vais faire un git push. Et donc, c'est-à-dire que ma branche master ici va être transférée, enfin tout l'historique de ma branche master ici va être rajouté à l'historique de sa branche master ici. D'accord? Donc ça permet de travailler à deux de manière totalement décentralisée. Chacun a son dépôt. Je n'ai pas de notion de dépôt central. Mais on peut toujours travailler comme ça en interaction à deux quand on fait du développement Git. Et donc là, l'ensemble, fetch merge que je fais là, je peux le faire en une seule étape. C'est le pool dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, si je travaille à plus de 2, je travaille à 4, eh bien, je peux fonctionner comme ça. C'est-à-dire que je peux avoir des interactions 2 à 2 entre dépôts, ici d'utilisateurs, enfin de développeurs, et je peux ici me synchroniser avec lui, avec lui, avec lui. Et c'est vrai que quand on a ça après, si on veut vraiment être sûr d'avoir la dernière version qui intègre les modifications faites par chacun, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et puis bon, ça fait n-1 sur 2 interactions. C'est pas toujours évident non plus à gérer. Du coup, on peut passer à une version centralisée, où je vais avoir comme ça un dépôt commun, et chaque utilisateur va interagir avec ce dépôt commun. Du coup, eh bien là, normalement, quand l'utilisateur a terminé une fonctionnalité complètement, il fait un push dans le dépôt commun, et donc ça veut dire qu'ici, j'ai toujours l'ensemble des fonctionnalités complètement terminées par mes différents utilisateurs. Alors après, le complètement centralisé ici, je ne suis pas obligé de toujours passer comme ça. Et donc je reprends le cas de mes développeurs qui prennent l'avion, qui travaillent sur un projet. Tant qu'ils sont dans l'avion, ils n'ont pas accès au dépôt commun. N'empêche que s'ils travaillent plus ou moins sur la même fonctionnalité, ils peuvent continuer à se faire des fetch push-pull entre leurs dépôts. Donc ça veut dire que lui peut profiter de ce que fait lui peut profiter de ce que fait lui, même si temporairement ils n'ont pas accès à tout ce qui est fait par les autres ici. Et si les autres n'ont pas accès à ce qu'ils font eux. Il sera toujours temps quand ils retrouveront du réseau pour qu'ils transfèrent leur historique ici dans le dépôt commun. D'accord? Et ça, on peut l'avoir aussi entre deux autres utilisateurs ici, on peut l'avoir comme on veut. Avec ici, du coup, là, ce ne serait pas en direct, je peux très bien imaginer que j'ai un autre dépôt ici. Par exemple, donc ces utilisateurs-là, ils sont dans la même entreprise, ils travaillent sur un dépôt qui est interne à l'entreprise, et puis, pour des raisons X, Y,
L'entreprise n'est pas connectée au réseau pour des raisons de sécurité, par exemple. Donc, du coup, ils ne peuvent pas interagir avec ça tant qu'ils sont dans l'entreprise, mais ils peuvent quand même passer par le dépôt hébergé par l'entreprise. Ils rentrent chez eux, ils peuvent, sur leur projet, se resynchroniser avec le dépôt commun. D'accord? Donc, on fait vraiment ce qu'on veut, finalement. Mais voilà, quand on travaille à plusieurs, finalement, on va toujours avoir son dépôt local et un dépôt distant, qui sera le dépôt avec lequel on va interagir. Donc ça pourrait être le dépôt commun, ça peut être le dépôt d'un autre. Et ce dépôt distant, on va lui donner un nom. Et les principales commandes qu'on va avoir, git clone, c'est ce qui va permettre de récupérer un dépôt distant, et ça devient un dépôt local, qui sera une copie du dépôt distant. Git push, ça permet de transférer nos modifications qu'on a validées, qui sont dans notre dépôt, donc on avait validé par un commit, et transformer dans le dépôt distant. Et après, si je veux récupérer le contenu d'un dépôt distant, eh bien ce sera git fetch ou git pull, suivant que je veux faire le merge ou pas. D'accord? Donc, ici, ce qui peut être pratique, c'est ce dépôt-là, c'est d'y ajouter une interface web, par exemple pour la configuration, pour gérer les droites, qui peut faire quoi, pour voir un petit peu plus facilement le contenu du dépôt. Et donc tout ça, eh bien c'est ce que va proposer un outil comme GitLab. Alors vous avez d'autres, vous avez GitHub, vous avez Gitbucket, ils font à peu près la même chose. Ils permettent de gérer un dépôt avec en plus une interface web. Et même, plus généralement, GitLab, c'est une interface web qui va vous permettre de gérer ici plein de dépôts, éventuellement d'ailleurs dédiés à certains groupes et avec donc tout ce qu'il faut pour, entre autres, contrôler les droits, mais faire plein d'autres choses derrière. Donc les fonctionnalités générales de ces outils-là, c'est gérer de multiples dépôts Git, faciliter le travail des utilisateurs, l'interface web pour interagir avec le dépôt, gérer des pull requests ou merge requests, je vais en parler un petit peu après. En fait, c'est la même chose, c'est juste que entre GitLab et GitHub, il y en a un qui appelle ça des pull requests, GitLab, c'est GitHub et GitLab qui appelle ça des merge requests. Et puis, ça pourra faire un peu aussi l'intégration continue, ça en fait d'ailleurs de plus en plus, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de vous parler d'intégration continue dans la vie. Et après, on peut soit utiliser des dépôts centraux qui sont hébergés directement chez GitLab ou GitHub, soit l'installer localement. Quand on utilise des dépôts centraux, l'avantage c'est qu'on n'a rien à installer. Après, il y a quelques contreparties, notamment c'est que notre code il est hébergé, par exemple, chez GitLab ou chez GitHub, donc aux États-Unis, donc il dépend de la législation, enfin son accès est contrôlé par la législation américaine. Et au niveau de GitLab, je parle pour GitHub, si on ne paye pas, notre code est forcément public. Après, on peut installer un GitLab ou un GitHub chez soi. Et là, il faut savoir que installer GitHub chez soi, c'est payant. Installer GitLab, c'est gratuit. Donc là, à l'université, on a installé un GitLab qui fait que du coup, vous pouvez travailler avec un outil comme ça qui est interne à l'université. Et au moins, le code, il est hébergé à l'université. D'accord? Dans une entreprise, il est hébergé dans l'entreprise, donc elle contrôle complètement l'accès au code. Donc, en général, on a un dépôt en ligne qui est accessible par tous, ou occasionnellement. Quand on veut travailler sur le projet, quand on utilise ce genre d'outil, on fait un git clone pour copier sur sa machine le dépôt commun. Périodiquement, on va récupérer la dernière version du dépôt commun, parce que si, entre-temps, les autres ont avancé, il faut qu'on soit sur la dernière version. Et puis, quand nous, on aboutit à une version stable, eh bien, on va transférer notre version dans le dépôt commun. Donc là, ce sera avec un git pull, et là, ce sera avec un git push. D'accord? Et puis après, on a une façon éventuellement plus évoluée de fonctionner, qui sera de dire, quand je vais travailler sur un projet, je ne vais pas travailler directement sur le projet, mais je vais travailler sur une copie du projet, ce qu'on va appeler un fork. Et du coup, ça veut dire que même au niveau de GitLab, je travaille sur mon propre dépôt. Mais ce dépôt-là, il est référencé comme étant une modification d'un dépôt initial. Et ça, c'est ce qui se passe par exemple quand vous avez justement, je reprends l'exemple du noyau Linux, eh bien, UserDrive ne va pas accepter que n'importe qui puisse aller modifier le noyau Linux comme il veut. Mais il accepte quand même les contributions. Donc, quand vous voulez travailler sur le noyau Linux, vous allez faire un fork du dépôt du noyau Linux. C'est-à-dire qu'en fait, vous copiez complètement ce dépôt
Et vous travaillez sur votre propre version du noyau Linux. Et là, vous pouvez faire des pushes qui seront hébergés sur le GitLab ou hébergés le noyau Linux. Mais c'est que sur votre version que vous faites des pushes. D'accord? Et quand vous avez atteint quelque chose qui vous paraît intéressant et que vous aimeriez que vos modifications soient intégrées dans le vrai noyau Linux, eh bien, du coup, vous allez envoyer un message aux administrateurs du noyau Linux en disant « Eh oh, moi j'ai fait un truc, j'aimerais bien que tu l'intègres dans ton dépôt. » Et ce message qu'on va envoyer, ça va être une demande d'intégration, donc pull request ou merge request sur les cas. Et on verra comment ça fonctionne, mais ça permet comme ça éventuellement de travailler sur un projet avec un contrôle quand même de ce qui est fait dans le projet au final. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dépôt est constitué d'un ensemble de versions qui sont identifiées par hash, d'un ensemble de références, donc ce sont les branches et les étiquettes, et localement, un dépôt distant est identifié par un nom. Et quand, sur mon dépôt local, je veux mentionner une branche d'un dépôt distant, eh bien, en fait, elle sera mentionnée sous la forme d/b, où d, c'est le nom du dépôt distant, et b, c'est le nom de la branche. Et donc, quand je fais un fetch, ici, je récupère les branches du dépôt distant chez moi, avec leur identifiant qui est d/b. Et quand je fais un pull, je fais un fetch et je fusionne les branches qui ont le même nom. Donc ma branche B va être fusionnée avec la branche B du dépôt distant, où j'aurais dû mettre d/b ici, non pas b/d. Et l'action push, elle, eh bien chaque branche de mon dépôt local va être associée à une branche du dépôt distant, qui sera la branche du même nom. Et quand je vais faire un push de ma branche, eh bien ça va être ajouté à l'historique de la branche qui a le même nom sur le dépôt distant. Alors, avec GitLab à l'université, comment ça fonctionne? Donc déjà, la page du GitLab à l'université, enfin l'URL c'est suivante, w3- ouais, j'ai mis apps, c'est avec un S? Ouais, je sais plus. Pour initial/forge. Après, vous allez pouvoir vous connecter avec le CAS de l'université. Et puis ensuite, quand on veut communiquer avec un dépôt distant, on va préciser à Git l'URL du dépôt distant. Et cette URL, on peut donner soit une URL HTTPS, soit une URL Git. L'avantage de l'URL HTTPS, c'est que ça vous permettra éventuellement de travailler depuis chez vous. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que vous interagissez avec le dépôt distant, pour faire un push, un pull, un merge, un fetch, eh bien, il faut retaper vos identifiants login mot de passe. Si vous voulez éviter ça, vous pouvez plutôt utiliser l'URL Git, mais qui, elle, passe par une clé SSH. Donc, du coup, vous devez, sur votre machine, ajouter une clé SSH. Donc, pour ça, vous faites un SSH-keygen. D'accord? Alors, comment ça fonctionne, SSH-keygen? Dans un terminal, vous tapez SSH-keygen. D'accord? Là, il va vous proposer l'endroit ici où il va mettre votre clé SSH. Donc vous validez. Après, il va vous demander de taper une phrase. Donc là, c'est la phrase qui permet de générer votre clé SSH. Donc il faut, si possible, que vous en souveniez. Et puis, n'hésitez pas à mettre une phrase longue. Et puis après, dans votre répertoire ici, .ssh, vous allez avoir ici deux fichiers essentiellement. IDRSA.pub. Donc IDRSA, c'est votre clé privée. Il n'y a que vous qui la connaissez. IDRSA.pub, c'est la clé publique. Et donc, cette clé-là, elle est là. Et ça, c'est ce qu'il va falloir rajouter à GitLab. Donc, quand vous allez aller... apps, c'est bien apps /forge, ici. Ici, donc vous vous connectez au départ. Alors oui, pardon. Ça va se casse. Voilà. Donc, ici, vous allez aller là, vous allez choisir dans, vous allez aller dans Préférences, et là, vous allez aller sur Clé SSH. Clé SSH, c'est là qu'ici, vous allez pouvoir mettre la copie exacte de ce que vous avez là. Donc tout ça, vous avez là. Vous le copiez ici. Vous pouvez lui donner un nom.
ici. Vous pouvez éventuellement donner une date d'expiration et vous faites ajouter une clé. À partir de ce moment-là, eh bien, ça vous permettra, je vais vous montrer ça après, mais depuis votre terminal, de faire un git push, un git pull en saisissant une fois votre mot de passe et puis après, vous n'aurez plus à le saisir. Non, vous n'avez même pas à le saisir du coup. Voilà. Pensez aussi, pour l'utilisation HTTPS, il faudra que vous puissiez vous connecter avec un groupe login mot de passe. Et là, c'est différent en fait des logins mot de passe du CAS de l'université. Donc il faudra que vous cliquiez aussi sur le mot de passe et que là, vous mettiez un mot de passe. Et c'est ce mot de passe-là qu'il faudra utiliser pour utiliser le protocole HTTPS pour un dépôt Git. Mais on va voir ça en détail juste après. Hein. Alors. Donc là, c'est ce que je disais, KitGen, voilà. Pensez éventuellement à le passer en français. Et puis ici, vos projets, par défaut, ils vont être associés à vous. Mais vous, personnellement, si vous voulez faire des projets où vous travaillez en groupe, créez un groupe et mettez vos projets dedans, qu'ils ne soient pas mélangés avec vos projets personnels. Donc au départ, vous créez un groupe et puis après, vous créez un dépôt dans mon groupe. Donc voilà comment on va créer un projet dans GitLab. Donc je reviens ici. Donc ici, vous voyez, groupe ici, j'ai une liste de groupes, mais je peux créer un nouveau groupe ici. Créer un groupe, je donne un nom, hop. Voilà, créer un groupe et choisis mon groupe s'il est privé, interne ou public. Public, ça veut dire que n'importe qui peut voir le projet. Interne, il faut que ce soit des gens qui puissent se connecter à GitLab. Privé, il n'y a que les membres du groupe qui pourront voir le groupe. Donc là, je vais créer un groupe interne, par exemple, démo 2021. Et dans ce projet-là, maintenant, dans ce groupe-là, je peux créer un nouveau projet. Donc je fais nouveau projet. Je fais l'interface, je découvre. Hein. Et ici, je donne un nom du projet, donc Hello World. Et ici, j'ai un identifiant du projet. Je choisis, enfin je peux mettre une description de mon projet, c'est pareil, je choisis s'il est privé ou interne, et je choisis de mettre un README au départ, pourquoi pas. À partir de ce moment-là, voilà ce que j'ai. Et donc là, maintenant, ça, ce projet-là, il est sur GitLab de l'université. Si je veux travailler dessus, il va falloir que je fasse un clone. Avec quelle URL? Eh bien, je l'ai ici. Et là, j'ai l'URL pour fonctionner en SSH, l'URL pour fonctionner en HTTPS. Donc si je veux fonctionner en HTTPS, je copie l'URL qui est là, et là, document, enseignement, licence 3, GL, année 21-22. Je peux faire un git clone, et l'URL, oui alors j'ai un problème avec le copier-coller de mon Firefox depuis quelques jours. Je vais peut-être le quitter et puis le relancer, on va voir si ça marche mieux. Il ne veut pas. Alors, kill Firefox. Ah, aucun processus trouvé. C'est intéressant ça. Comment ça? Parce que pourtant j'ai bien un truc Firefox, mon kill mon 94554. Ah, ça marche. Donc je reviens là, est-ce que ça fonctionne ma copie cette fois-ci? Copie. Ouais, ça marche. Donc vous voyez, j'ai bien ici une URL pour HTTPS. Donc là, il me demande d'utiliser un mot de passe, et ça, c'est ce que j'ai rentré via le champ mot de passe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je mets ici mon identifiant, et là, je crois que j'ai mis ça comme mot de passe. Voilà. Donc là, si je regarde maintenant, ici, il m'a créé un répertoire qui s'appelle Hello World, c'est le nom de mon projet, avec le fichier ini.txt. Si je fais un ls-l, je vois que c'est bien un projet Git, d'accord, et j'ai bien le fichier readme.txt, readme.md, pardon, qui est le fichier qui est là, qui contient juste ça. Hein. D'accord. Après,
après, si je fais un git status, donc je vois que je suis sur la branche, ah oui, alors maintenant il l'appelle main, je crois par défaut, et puis master. Et puis, si je fais un git remote, -vv, ici, j'ai les indications, donc je vois que ma branche master actuelle, elle est paramétrée, enfin non, je vois qu'ici j'ai un dépôt distant qui s'appelle origin, donc en fait par défaut les dépôts distants vont s'appeler origin, et ici j'ai l'URL, et donc il est utilisé aussi bien pour le push que pour le fetch, donc pour mettre que pour récupérer. D'accord? Alors, je reprends où j'étais. Donc là, tout ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc là, c'était avec l'URL HTTPS. Hein, d'accord? Oui, ça. Voilà. Fiche. Ensuite, si je voulais récupérer, faire un MV Hello World dans Hello World HTTPS. Alors, je reviens dans donc, le Hello World HTTPS. Là, si je fais un git fetch, eh bien, il me redemande mes logins mots de passe. D'accord? Si je crée un dépôt via ici le protocole Git, donc qui utilise en fait SSH, donc là il me demande de retaper la phrase qui avait servi à taper ma clé SSH. Je crois que c'est ça. Voilà, donc là on appelle Hello World SSH. Donc une fois j'ai dû taper ma clé SSH, d'accord? Donc là si je fais un git remote-vv, je vois que le dépôt origine dans ce truc là c'est avec le protocole git, mais là si je fais un git fetch, il ne me redemande pas de taper mes mots de passe, d'accord? Pendant toute ma session, je n'aurai pas besoin de retaper la clé qui a servi à générer ma clé SSH. Voilà, mais donc ça, si vous travaillez ici, c'est bien plus pratique que la HTTPS. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser le protocole SSH, vous, depuis l'extérieur de l'université. Donc si vous voulez pouvoir travailler sur le projet qui est ici depuis chez vous, il faudra utiliser le protocole HTTPS. Après, vous pouvez très bien ici utiliser SSH et puis chez vous utiliser HTTPS. Ça pose aucun problème. D'accord? Alors ensuite, ou alors ça c'est n'importe quoi. Donc, si je veux transférer mes dernières versions, ici quand je crée, donc admettons là je suis ici, je vais créer mon fichier helloworld.java. Donc Emacs helloworld hello.java. Voilà, donc public classe hello, public statique main args system.out.println world. Voilà, java avec hello.java, ça marche. Git status, hello.class et hello.java ne sont pas gérés par Git. Je vais faire un git, je vais faire un emacs.gitignore étoile.class. Voilà, git status. Cette fois-ci, hello.class, il ne m'embête plus avec. J'ai mon point gitignore et hello.java. Je peux faire un git add point. Si je fais un git status, j'ai ces deux fichiers qui sont transférés. Je fais un git commit-m hello world et gitignore pour Java. Voilà. Donc si je fais un git status, il me dit que je suis à jour. Si je fais un git log, j'ai bien ici le commit initial qui est la création du fichier readme.md que m'a fait GitLab, et ici ma version. D'accord? Ça, c'est dans mon dépôt local. Dans mon dépôt distant, ici, si je recharge, j'ai toujours que le readme.md. Et au passage, d'ailleurs,
ça vous est rappelé ici, en disant que là, head, il pointe sur la branche main et que main est là, d'accord? Et que, a priori, ce que je sais de mon dépôt distant, c'est que le main sur mon dépôt distant, c'est cette version-là, et ça, c'est aussi le head de mon dépôt distant. Alors ça, j'ai ici a priori ce que je sais, parce que c'est ce que je savais, et je sais la dernière fois que j'ai récupéré quelque chose. Peut-être qu'entre-temps, un autre utilisateur a travaillé sur mon dépôt distant, et je ne le sais pas. D'accord? Donc maintenant, si je veux transférer cette version-là sur mon dépôt distant, eh bien je vais faire un git push. Donc là, comme je suis en SSH, il ne me demande pas le login mot de passe. Je serai en HTTPS et il me redemanderait le login mot de passe. Donc là, il me dit ce qu'il fait. Donc il a transféré mon main local dans le main de mon dépôt distant. Si je reviens ici et que je recharge, on voit qu'effectivement, maintenant, je retrouve mon hello.java, je retrouve mon .gitignore. D'accord? Donc quelqu'un d'autre qui viendrait faire un clone de ce projet-là, il trouverait ça. Au passage, là d'ailleurs, vous pouvez regarder, alors, tout a changé. Donc, avant, il y avait un truc qui s'appelait, peut-être analyse? Non. Dépôt, c'est là. Ici, si je refais graphique, je retrouve quelque chose qui est un peu similaire au log-graph. Je retrouve ici mes différentes versions avec l'historique et avec ici les branches. Donc là, il y a écrit main qui pointe sur cette version-là et qui vient du initial commit que j'ai. Alors, et d'ailleurs, si je refais maintenant un git log, ici, je vois que maintenant, ça a été mis à jour, origin/main, origin/head pointe là. C'est pareil, c'est d'après ce que je sais. Peut-être qu'entre-temps, quelqu'un a modifié le dépôt distant et que ce n'est plus le cas. Mais à mon point de vue, ça pointe là. D'accord? Et là, on voit bien que donc, les branches du dépôt distant sont bien référencées sous le nom du dépôt distant, / le nom de la branche. D'accord? Alors, oui, alors, si je veux transférer une nouvelle branche, par contre, je n'ai pas le choix. Ici, admettons que là, je crée une nouvelle branche. Donc, git branch addition, opération, oui, voilà. Donc, si je fais ça, git branch, ici, j'ai main et j'ai addition. Si je fais, donc je passe sur addition, git checkout addition. Et la preuve, git branch, je suis bien sur addition. On le retrouve aussi dans git log, ici où add maintenant, c'est sur addition que ça pointe. D'accord? J'ai créé un fichier opération.java, ici, avec public class opération, public int add de int a, int b, return a plus b. Java opération.java, git status, je vais faire. Vous voyez, j'ai opération.java qui est nouveau qui est indiqué, opération.class qui pourtant est là, n'apparaît pas puisque j'ai mon fichier .gitignore qui me dit d'ignorer les points class. Donc je fais un git add git commit-m ajout d'une opération addition, git log-graph-one-line. Donc là, on voit que c'est addition qui a évolué, mais il reste là. Maintenant, imaginons que ma branche addition, dans laquelle je suis actuellement, je vais la faire héberger sur le serveur. Si je fais un git push, ici j'ai un message d'erreur. Pourquoi? Parce que la branche addition, pour le moment, elle n'existe pas sur le serveur et elle n'est pas paramétrée pour suivre la branche addition du serveur. Donc il va falloir que je dise à ma branche, que je veux transférer ma branche addition sur le serveur, mais qu'en plus, eh bien, ma branche addition, elle sera faite pour suivre la branche addition du serveur. Donc j'ai qu'à taper ce qui est mis là, ça veut dire ça. Set upstream. Il push alors. Origine, addition.
7-upstream, pardon. Voilà, on peut mettre -U à la place. Hein, et donc là, il me dit qu'effectivement, non seulement il l'a transféré, mais qu'en plus, maintenant, il a configuré la branche addition locale pour qu'elle suive la branche distante addition. Et à partir du moment où j'ai fait ça, donc si je fais un git remote -vv, c'est git branch -vv peut-être, voilà. Quand je fais un git branch -vv, pour chaque branche apparaît la branche qu'elle suit. Donc on voit que main suit le main de origin et que addition suit l'addition de origin. D'accord? Ça veut dire que quand je fais un push depuis addition ou un pull, eh bien l'interaction sera avec la branche addition de ce serveur-là. Et donc maintenant, si je vais ici sur GitLab, au niveau des branches, je vois bien que j'ai addition et j'ai main. D'accord? Et si je refais ici graphique, eh bien j'ai main qui est là-dessus, voilà. J'ai main qui est à ce niveau-là, addition qui est à ce niveau-là. Voilà. Bon, ça, on laisse tomber. Alors, fichier.gitignore aussi, on peut le faire générer automatiquement à GitLab. Donc, je reviens ici sur GitLab. Je reviens sur mon projet. Je peux faire, alors, ici, ajouter un changelog. Si je me souviens, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est avec le template type. Voilà. .gitignore. Et là, par exemple, je peux dire que je veux un .gitignore pour Maven. Et donc, il me propose de rajouter ça automatiquement. Donc, déjà, tout le répertoire target, on élimine. Et puis, un certain nombre d'autres fichiers vont être éliminés également. D'accord? Et donc, si je fais ça, eh bien, ça me permet d'avoir directement un .gitignore qui va être rajouté à mon projet, à nouveau sous la forme d'une nouvelle version. Là, je ne suis pas sur du Maven, donc j'aurais plutôt pu choisir ici Java. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il m'ignore dans un fichier Java? Il m'ignore les points classe, les points log, tous les fichiers d'archives, par exemple. Donc, si je fais ça, donc là, je mets un message. Donc, ici, gitignore plus complet. Dans la branche main, commit changes. Oui, je sais que le fichier... Alors, comme j'avais déjà créé un .gitignore, du coup, il ne veut pas. J'ai l'impression qu'il faudrait que je le fasse depuis le début. Il n'y a pas moyen de le forcer. Non, il n'y a pas moyen de le forcer. Bon. Voilà, je vais l'appeler .gitignore 2 pour le moment. On va lui mettre un autre nom. Commit changes. Voilà. Et donc là, si je retournais ici sur le graphique, je verrais que mon main, il a évolué. Par contre, mon addition n'a pas évolué. Donc, je retrouve le même type de graphe que ce que j'avais. Et puis ici, on a l'icône associée au développeur qui a fait la modification. C'est facilement de trouver qui a fait quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour le .gitignore. Une branche, oui, ça d'accord. Ça, j'en ai déjà parlé. Oui, alors attention, les étiquettes, elles ne sont pas transférées par défaut. D'accord? Si là, je fais ici donc un git checkout main. Donc là, je passe sur la branche main. Si là, je fais un git log, on voit que pour lui, origin main correspond toujours à ça. En fait, c'est plus le cas. Je viens de rajouter mon .gitignore 2 sur main. D'accord? Mais tant que je n'ai pas réinteragi avec le serveur, je ne le sais pas. Par contre, là, si je fais un git pull, pour me mettre à jour justement, il me dit ici tout ce qu'il a fait. Et si je fais un git log à nouveau, je vois que maintenant, en fait, voilà, le serveur, il est là, sur le gitignore plus complet. Et non pas ici sur Hello World et gitignore pour Java. Pourquoi je vous parlais de ça? Oui, c'est ça. Mais pourquoi? Sur Shift F5. Non. C'est parce que j'ai déjà. Bah non. Alors,
y a programmage, démarrer diapositive. Ah, j'ai pas. Voilà. Donc, récupérer la dernière version disponible sur le serveur, c'est un git pull, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Afficher les branches, oui, on peut faire git branch AVV comme je vous l'ai montré. On a aussi git status-sb qui permet ici de retrouver que là, actuellement, je suis sur la branche main et qu'elle suit origin/main. Voilà. Et donc, juste pour vous montrer ce qui va se passer, admettons que là, ici, je viens sur mon serveur, et là, je vais modifier mon fichier hello-world.md. Donc là, je peux faire hello world, et là, je pourrais mettre ici donc une classe hello, et une classe opération. Voilà. Donc je le sauve. Du coup, si je regarde à nouveau ici graphiquement, on voit que je viens d'arriver à cette nouvelle version où j'ai mis à jour mon README. D'un autre côté, ici en local, eh bien, mon point gitignore 2 qui remplace mon point gitignore. Donc, je vais faire un git rm.gitignore. Donc, du coup, j'ai plus de point gitignore. Et je vais faire un git mv.gitignore2.gitignore. D'accord? Donc là, j'ai des informations qui doivent être mises à jour. Donc, je fais git add. Git commit-m, mise à jour du point git ignore. Voilà. Donc là, si on regarde bien ce qui se passe, git log -oneline-graph. Ici, je vais mettre un -o d'ailleurs. Voilà. On voit que mon main ici, eh bien, il est parti de la version qui était avec le git ignore plus complet. Et j'ai abouti à la version mise à jour du point gitignore. Cependant, dans le même temps, sur mon serveur, je suis parti de gitignore plus complet et je suis passé à la version update.readme.md. Donc là, qu'est-ce qui se passe si je fais un git push? Eh bien, tout simplement, comme la version dont je suis parti ici, c'est celle-là, c'est celle du gitignore plus complet, donc celle-là, qui n'est pas la dernière version que j'ai sur mon serveur, eh bien, je vais avoir une erreur. D'accord? Il me dit impossible. Les mises à jour ont été rejetées car la branche distance contient du travail que vous n'avez pas en local. D'accord? Ceci est généralement causé par un autre dépôt poussé vers une référence. Donc effectivement, il y a une mise à jour qui a été faite sur mon dépôt dont je ne suis pas au courant. Du coup, la mise à jour est repoussée. Je vais devoir récupérer ça sur le dépôt distant et faire une fusion avec ma branche courante. Donc je peux faire ça soit avec un git fetch puis un git merge, ou je peux faire directement un git pull. Et donc là, en fait, il a tenté une fusion automatique, il a réussi, donc il me propose ici d'éditer un message de commit pour dire qu'il a fait la fusion. Donc je peux l'éditer, les lignes avec des dièses ne seront pas stockées, donc là il me les met pour me rappeler ce qu'il y a à faire. Comme je n'ai pas configuré mon éditeur par défaut, il me lance nano. C'est bien fait pour moi. Admettons que ce message ici de commit me suffise. Je fais CTRL-O, entrée, CTRL-X, quitter. Et voilà, la fusion a été faite. Donc là, maintenant, si je fais un git log, je vois qu'effectivement, il vient de me fusionner ma version locale qui était mise à jour du point gitignore avec la version distante qui était readme.md. Et ça me donne cette nouvelle version-là. Donc, mon main, il est là. Mais vous voyez que origin/main, il est là. Donc là, j'ai fait la fusion chez moi. Maintenant, cette fusion-là, il faut que je la transfère sur le serveur. Donc là, maintenant, je vais faire un git push. Et comme cette version-là, elle vient d'origin/main, cette fois-ci, ça va être accepté par le serveur. D'accord? Et donc maintenant, si je reviens ici et que je recharge,
et je recharge la page, et bien je vois bien que ma nouvelle version, maintenant, c'est la fusion de ça, enfin de celle-là, update.readme, readme.nd, et de celle-là. D'accord? Alors, de manière générale, est-ce que j'avais un plus loin? Fork Merge Request, oui, donc ça on en parlera après. On en parlera la prochaine fois de ça. Est-ce que je me lance dedans? Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, d'accord? La semaine prochaine, de toute façon, enfin, oui, c'est la semaine prochaine, on fait un deuxième cours sur Git.